Je m'appelle Marc Balenfa, je suis enseignant de philosophie dans le secondaire. Parallèlement à ma carrière d'enseignant, dans le secondaire et ensuite en classe préparatoire, j'ai été chargé de cours à l'université Paris IV en philosophie indienne. Et depuis 2010, j'enseigne à l'université des Jésuites, le Centre Sèvres, qui s'appelle aujourd'hui donc Loyola Paris, la philosophie indienne. Depuis que la philosophie indienne est enseignée à l'université, elle fait l'objet de nombreuses interrogations sur sa finalité, sur sa justification. Donc je voulais, en organisant ce volume, en particulier montrer que la question qu'on se posait encore il y a quelques années, la philosophie indienne est-elle rationnelle? Aujourd'hui, ne se pose quasiment plus. Il est admis qu'il existe une rationalité dans la philosophie indienne, et l'un des buts de ce livre était de montrer les différentes façons dont s'exprime la rationalité dans les écoles indiennes. Ensuite, le deuxième objectif était de montrer qu'il y a une très grande diversité d'approches à l'intérieur de la philosophie indienne, qu'il y a même des contradictions entre différentes écoles, comme cela existe dans la philosophie européenne, mais que cette diversité était ce qui faisait l'intérêt de la philosophie indienne aujourd'hui, dans la mesure où nous commençons à entrer dans le détail des différentes écoles et à montrer comment les débats se sont déroulés entre les écoles et comment les problèmes ont été formulés à différents moments de l'histoire indienne pour répondre à des problématiques qui pouvaient être anciennes ou qui étaient renouvelées et actualisées au fil de l'histoire. La dernière intention était de renouveler donc l'image que l'on pouvait avoir de la philosophie indienne, c'est-à-dire de montrer que dans une culture dont la base est la grammaire, puisque cela est admis aujourd'hui, la logique occupe une grande place dans la philosophie indienne, et j'ai voulu en particulier montrer qu'il y a une autre logique qui s'est développée à l'occasion des débats en Inde, et que cette logique peut intéresser aujourd'hui des philosophes de la tradition européenne, parce qu'elle apporte une nouvelle approche de problèmes, je dirais, qui sont communs et à la philosophie indienne et à la philosophie européenne. Alors pour le choix des textes, en fait, il se trouve que on sait qu'aujourd'hui les écoles indiennes sont nées au début de l'ère commune, donc à peu près 1er ou 2e siècle. Donc on a choisi une tranche qui va donc du 1er siècle jusqu'au 12e siècle et qui correspond au grand développement de la philosophie indienne, c'est-à-dire au moment où les débats entre les écoles ont été les plus intenses et les plus vifs, et où donc chaque école a développé son argumentation sur la base d'une structure qui est intéressante, qui est la structure donc objection-réponse, et que l'on retrouve dans presque tous les textes indiens. Ça, c'est une particularité de la philosophie indienne, si on veut la comparer à la philosophie européenne, c'est que les traités reprennent et reflètent plus ou moins la structure des débats entre les philosophes indiens. Voilà pourquoi les traités reposent sur l'alternance entre des objections et des réponses, objections-réponses, ce qui est beaucoup plus rare dans la philosophie européenne, mais ce qui fait vraiment toute la spécificité des textes indiens. J'ai laissé les auteurs libres de choisir des textes qui reprennent donc cette structure objection-réponse et qui surtout montrent l'originalité des problématiques indiennes. Alors je vais prendre plusieurs exemples. Un auteur a choisi donc de montrer le débat philosophique entre deux écoles, l'une qui est théiste et l'autre qui est orthodoxe, brahmanique, mais qui est non théiste, qu'on pourrait presque dire même athéiste. Donc la première école, l'école théiste, développe des arguments en faveur de l'existence de Dieu, selon lesquels Dieu serait l'ordonnateur et le créateur, en quelque sorte, du monde, habité par les êtres humains. L'autre école, qui est pourtant la grande école de l'orthodoxie, va développer toute une critique des preuves de l'existence de Dieu, que l'on peut comparer à la critique kantienne du XVIIIe siècle, mais qui va être surtout intéressante parce qu'elle va non seulement attaquer les preuves de l'existence de Dieu en montrant que ces preuves ne sont pas valides et qu'elles sont fautives logiquement,
donc elles ne sont pas acceptables d'un point de vue logique, mais elle va surtout développer des arguments qui vont être repris ensuite par les bouddhistes, parce qu'il se trouve que les bouddhistes, dans leur conflit avec les brahmanes, c'est-à-dire avec l'orthodoxie indienne, vont démontrer que toutes les preuves de l'existence de Dieu sont invalides et qu'elles ne sont pas donc acceptables, parce que le Bouddha lui-même s'est montré très critique chaque fois qu'il a abordé la question de Dieu, en montrant le plus souvent qu'on ne peut pas se prononcer sur l'existence de Dieu, et que dans la mesure où on ne peut pas se prononcer sur son existence ou sur son inexistence, mieux vaut ne pas en parler. Et donc les bouddhistes vont s'engager dans une polémique très vive avec les écoles théistes indiennes, en reprenant justement les arguments et les critiques formulées par une autre école indienne, qui est l'école de l'orthodoxie, qu'on appelle l'Amimamsa. Il y a un deuxième choix de texte qui a été fait donc par Marie-Hélène Goris, et qui veut montrer que le jaïnisme, qui est une école beaucoup moins connue en Europe que le bouddhisme ou que le brahmanisme, le jaïnisme donc va développer une logique plurivalente, c'est-à-dire une logique qui repose sur non seulement le vrai et le faux, mais sur d'autres valeurs de vérité qui ne sont ni le vrai ni le faux, mais qui sont des valeurs qu'elle appelle indécidables, ou des valeurs au-delà de la binarité vrai-faux. Et donc le jaïnisme, à l'intérieur de sa logique plurivalente, va aussi montrer que une proposition aussi simple que l'âme existe, une proposition métaphysique comme l'âme existe peut au fond se décliner de 7 manières différentes. L'âme existe, l'âme n'existe pas, il se peut que l'âme existe, il se peut que l'âme n'existe pas, et on combine encore de 3 manières pour arriver à 7 propositions, où ces 7 propositions reflètent les 7 points de vue possibles que l'on peut avoir sur la réalité de l'âme. Donc ça, c'est vraiment tout à fait représentatif de la philosophie indienne, qui est une philosophie de la perspective. Et d'ailleurs, le mot que l'on traduit par école indienne, le mot darshana en sanskrit, signifie perspective sûre. Donc c'est un second point de vue, je dirais, qui a présidé au choix des textes indiens. Ensuite, un troisième point de vue qui a été le mien a été de montrer la richesse du thème de l'illusion à l'intérieur de la philosophie indienne. Et le thème de l'illusion qu'on peut aborder de 2 manières, soit en tant qu'illusion sensible, soit en tant qu'illusion métaphysique. Sur le point de vue de l'illusion sensible, j'ai voulu montrer que les philosophes indiens s'attachent beaucoup plus que les philosophes européens à montrer comment une illusion est rendue possible à l'intérieur de l'esprit humain. Comment une illusion se produit dans l'esprit humain de façon cognitive, psychologique, matérielle. Or ça, on a très rarement cela dans la philosophie européenne, dans la mesure où les philosophes européens se contentent de dire que l'illusion est nocive, l'illusion est néfaste, qu'elle est dangereuse, mais les philosophes européens ne s'attachent pas, comme les philosophes indiens, à montrer comment une illusion se produit en détail à l'intérieur de l'esprit humain. Ça, c'est le cas de l'illusion sensible. Maintenant, si on aborde l'illusion métaphysique, j'ai voulu montrer le débat entre 2 grands philosophes qui appartiennent à la même école, qui s'appellent l'un Shankara, l'autre Ramanuja. Shankara, qui est le grand philosophe de l'école de l'Advaita, de la non-dualité, veut montrer que le monde est une illusion. Voilà. Que les hommes ne doivent pas se laisser tromper par les illusions présentes dans le monde et qu'ils doivent se tourner vers la réalité de l'absolu. Bon, ça c'est ce que j'ai appelé l'illusionnisme de l'école de Shankara. Or, un autre philosophe de cette école, qui s'appelle Ramanuja, va entrer en conflit avec Shankara en montrant que, bien que le thème de l'illusion soit séducteur, il est éthiquement inacceptable. Pourquoi ? Parce qu'il va montrer que si l'on démontre que le monde est une illusion, alors on est forcé aussi de dire que la misère dans laquelle
vivent les hommes et la souffrance dans laquelle vivent les hommes, elle aussi est une illusion. Or, il dit que selon lui, c'est inacceptable éthiquement. On ne peut pas dire aux hommes que le monde dans lequel ils vivent est une illusion, parce que ce monde contient de la souffrance, contient de la misère, et qu'on ne peut pas dire aux hommes que la misère dans laquelle ils se débattent est une illusion. Donc là, il y a vraiment un débat très intéressant entre deux philosophes qui appartiennent à la même école, et sur le thème de l'illusion, mais sur le thème de l'illusion métaphysique. Il est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a le sentiment qu'on entre vraiment dans une nouvelle période des études indiennes, parce que on commence à aborder la philosophie indienne avec le même souci critique et méthodologique qu'on a pu avoir pour la philosophie européenne. Et je vais prendre un exemple qui est typique de ce renouvellement de l'approche de la philosophie indienne depuis une vingtaine d'années. On a commencé à comprendre que quand les lettrés indiens sont entrés en contact avec les premiers indianistes anglais, ils ont été influencés par ce que leur disaient les indianistes anglais sans, je dirais, en avoir conscience. Parce que les indianistes anglais leur ont fait lire ce qui était, à la fin du XIXe siècle, la grande logique anglaise, c'est-à-dire la logique de Stuart Mill. Or, il se trouve que c'est une logique entièrement empiriste, puisque Stuart Mill était lui-même empiriste, et qu'elle utilise le terme de concomitance, c'est-à-dire la relation entre A et B, qui est une relation logique que l'on peut formuler de la façon très simple. S'il y a A, il y a B. S'il n'y a pas A, il n'y a pas B. Et les Indiens qui donc ont entendu parler de cette logique de la concomitance ont cru qu'avec cette logique de la concomitance, ils pouvaient traduire la relation logique qui est à la base de l'inférence qu'ils utilisent depuis des siècles et des siècles. Et donc ils ont dit, ben voilà, nous aussi, notre logique indienne est une logique de la concomitance. S'il y a A, il y a B. S'il n'y a pas A, il n'y a pas B. Or, on se rend compte aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, que la logique indienne repose non pas sur une concomitance, mais sur une implication. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que la logique indienne repose sur une relation qui est s'il y a A, il y a B, s'il n'y a pas B, il n'y a pas A. Donc on se rend compte que ce n'est pas du tout la logique de la concomitance. Et que cette logique, les philosophes stoïciens lui avaient donné un nom, c'est l'implication. Et donc, je me rappelle que quand j'étais étudiant de philosophie, j'ai appris effectivement que la logique stoïcienne a fait découvrir ce qu'était l'implication, qui est totalement absente également de la logique aristotélicienne, qui ne connaît pas l'implication. Et cette logique de l'implication, s'il y a A, il y a B, s'il n'y a pas B, il n'y a pas A, c'est une logique qui sert à découvrir la condition nécessaire d'un phénomène, ce qu'on appelait la condition sine qua non. Et que cette condition nécessaire est très importante dans la logique indienne comme dans la logique stoïcienne, et qu'elle n'a rien à voir avec une logique empiriste de la concomitance. Ça, si vous voulez, donc c'est un exemple qui permet de montrer comment on a longtemps été victime d'une rencontre qui date de la fin du XIXe siècle entre les lettrés indiens et les indianistes anglais, et qui, eux, évidemment, étaient imbus de la logique empiriste de Stuart Mill, et qui ont transmis leur logique aux lettrés indiens en les influençant, sauf que les indianistes anglais ne leur ont pas précisé que la logique de Stuart Mill, c'est une logique bien particulière, qui est empiriste, qui n'a rien à voir avec la logique stoïcienne, ni avec la logique d'Aristote. Et donc aujourd'hui, on est obligé de faire une correction depuis une vingtaine d'années, et donc ça renouvelle complètement le regard que nous avons sur la logique indienne. Il se trouve que la logique indienne est une logique bien particulière, qui repose sur une relation qui est une relation d'application, et qui n'a rien à voir avec la logique empiriste. Je dirais qu'elle se distingue de la philosophie européenne dans la mesure où sa religiosité n'est pas ce qu'on a longtemps cru. C'est-à-dire que la religiosité de la philosophie indienne, ce n'est pas tant l'établissement d'un Dieu. En fait, on se rend compte que la question de Dieu
est secondaire à l'intérieur des philosophies indiennes. Elle n'est pas du tout centrale comme on a pu longtemps le penser. Ce qui est central pour eux, c'est la question de l'ordre du monde. C'est-à-dire que pour eux, la religion, c'est avant tout l'ordre du monde. Et comment maintenir l'ordre du monde. Et en ce sens-là, on se rend compte qu'une école qui s'appelle la Mimamsa et qui est l'école de l'orthodoxie, dont le but est de justement montrer comment maintenir l'ordre du monde, montre que les dieux eux-mêmes sont dépendants de l'ordre du monde. C'est-à-dire que c'est un renversement de perspective par rapport à la philosophie européenne. Dans la philosophie européenne, on a souvent, presque toujours, montré que c'est Dieu qui est garant de l'ordre du monde. En tout cas, dans les monothéismes, c'est ainsi que ça se passe. En Inde, c'est le contraire. C'est l'ordre du monde qui est garant de l'existence des dieux. C'est-à-dire que les dieux font partie de l'ordre du monde, et l'ordre du monde n'a pas besoin des dieux pour exister. Dans la mesure où il est éternel, il repose sur lui-même et qu'il n'a pas besoin des dieux pour exister. En revanche, les dieux ont besoin de l'ordre du monde pour exister. Donc il y a vraiment un renversement de la perspective européenne qui est intéressante. Un deuxième, par exemple, renversement intéressant, c'est sur le thème de la parole de Dieu. Il se trouve que dans la théologie européenne, on dit la parole vient de Dieu, d'où l'expression la parole de Dieu. Or, dans l'école de la Mimamsa dont je viens de parler, on dit que la parole est éternelle, parce que la parole fait partie de l'ordre du monde, et la parole ne vient donc pas de Dieu, la parole vient à Dieu. Dire que Dieu est le destinataire de la parole, il n'est pas l'origine de la parole. Donc vous voyez, là on voit comment, par exemple, sur des problèmes aussi importants que la place de l'existence de Dieu et la parole de Dieu, la philosophie indienne est amenée à dire des choses qui renversent la perspective que l'on peut avoir en Occident sur des thèmes théologiques centraux. Alors ensuite, il y a d'autres grandes différences qui vont apparaître, je pense, à la lecture du livre. Il y a la place de la grammaire. Il se trouve que dans la tradition occidentale, la grammaire n'a jamais été centrale pour la réflexion philosophique. Il y a beaucoup de philosophes européens qui ne connaissent pas, par exemple, les grammairiens grecs de l'Antiquité et qui ne pensent pas que les grammairiens grecs de l'Antiquité aient joué un rôle considérable dans la philosophie antique. En revanche, dans la tradition indienne, la grammaire est considérée comme une école philosophique à part entière. Et aucun philosophe indien ne pourrait commencer sa formation sans passer par la grammaire. C'est-à-dire que la grammaire, c'est nécessairement la formation de base de tout philosophe indien. Et ils connaissent les débats à l'intérieur de la grammaire indienne et ils se nourrissent des réflexions propres à la grammaire indienne. Et ça, c'est vraiment un caractère propre, je dirais, à la tradition indienne. L'importance mise sur la parole en tant que structurée, articulée, et qui donc rend possible une réflexion elle-même structurée, articulée, et un peu plus tardivement une argumentation, un raisonnement. Ça, c'est vraiment, je dirais, la force et la richesse de la tradition indienne.